Allez, il est 9h02. Moi, je vais vous proposer de commencer. Je vous donne juste quelques clés sur la partie webinaire avant de laisser la parole à Laurent Sanvoisin, qui est le directeur appui à la CCI Dordogne. On est vraiment en mode webinaire, donc normalement, toutes les personnes qui vont participer, vous avez la possibilité de poser vos questions dans la partie chat, la petite bulle là, qui est sur Teams. Et si on n'est pas trop nombreux et que vous avez vraiment envie de poser une question à l'oral, il suffit d'utiliser la petite main, demander la parole, et puis on vous donnera la parole en fin de session pour vous permettre de poser des questions. Je laisse la parole à Laurent Sanvoisin, qui va introduire ce webinaire lié à la loi de finances 2022. Ok, merci Sam. Bonjour à toutes et tous et puis bienvenue sur ce webinaire co-organisé comme tous les ans par la CCI de Dordogne et notamment avec les interventions de Stanislas Couder de FIDAL et puis de Thomas Payot de KPMG, que je remercie pour cet exercice. Donc l'objectif, c'est de présenter effectivement les grandes lignes de la loi de finances 2022 et de l'enrichir avec d'autres éléments, puisque la loi de finances 2022 n'a pas de modification significative par rapport à d'autres années, comme on a pu le connaître par le passé, en tout cas pour 2022. Voilà, je ne vais pas être long. Je ne sais pas qui prend la suite, si c'est Thomas ou Stanislas, mais je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Ok, merci Laurent. Stanislas, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc Stanislas Couder, avocat en droit fiscal au cabinet d'avocats FIDAL à Périgueux. Voilà, donc effectivement, comme chaque année depuis maintenant pas mal de temps, on va essayer de vous présenter les principales mesures de la loi de finances pour 2022. Et on fera également en fin de séance un petit point sur la facturation électronique, qui est un sujet d'actualité, puisque c'est une obligation qui va s'imposer à toutes les entreprises selon un calendrier qui a été défini par le législateur. Et on fera également un petit point sur la piste d'audit fiable, sur la documentation PAF, qui est aussi en lien avec la facturation électronique. Donc, ce sont deux sujets d'actualité fiscale récente. Donc, on va commencer par la présentation de la loi de finances et on va faire un peu comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va vous présenter dans une première partie les mesures qui intéressent les personnes physiques, les particuliers, et dans une deuxième partie, les mesures intéressant les entreprises. S'agissant des particuliers, bon, il n'y a pas beaucoup de mesures. On vous a listé simplement les principales, celles qui peuvent nous intéresser au premier chef. Et la première étant, comme toujours, le barème de l'impôt sur le revenu, qui, cette année, a été revalorisé de 1,4%. Vous voyez, donc vous avez les différentes tranches. Donc on part de 0% pour aller jusqu'à 45% maximum de taux marginal d'imposition. Et on vous a indiqué également, parce que c'est toujours important de le savoir, le montant maximum des déductibles des pensions alimentaires versées à un enfant majeur, qui est donc porté à 6 042 € pour l'imposition des revenus 2021, donc pour la déclaration qu'on fera au mois de mai prochain. Voilà pour le barème de l'impôt sur le revenu. Ensuite, toujours en matière d'imposition des particuliers, une modification du régime de la fiscalité de la cession des actifs numériques, qui là aussi est une activité qui est un petit peu dans l'air du temps. On a de plus en plus de gens qui pratiquent ce genre d'activité et de cession d'actifs numériques, donc notamment les crypto-monnaies, par exemple, qui sont concernées. Alors, pour rappel, on avait depuis le 1er janvier 2019 un régime
qui s'appliquait, qui était celui des plus-values. C'est-à-dire que les cessions faites par les particuliers de ces actifs numériques relevaient du régime des plus-values et donc étaient imposées depuis 2019 à un taux forfaitaire de 30%. Donc le taux de la flat tax, 12,8 d'impôt sur le revenu, plus 17,2% de prélèvements sociaux. Donc ça, c'était à compter du 1er janvier 2019. La loi de finances modifie ce régime. Elle le modifie, en revanche, à compter du 1er janvier 2023. Donc, ce sera l'année prochaine. Et le principe que prévoit la loi de finances, c'est que pour ces cessions d'actifs numériques, on va distinguer selon que ces cessions sont réalisées à titre professionnel ou non. Dès lors que les cessions sont réalisées à titre professionnel, on ne sera plus soumis au régime des plus-values, mais on sera soumis au régime des BNC, c'est-à-dire des bénéfices non commerciaux. Donc, on va considérer que c'est une activité professionnelle et qui donc est soumis à un régime d'imposition comme une entreprise. Alors, la qualification en fait d'exercice à titre professionnel, elle n'est pas vraiment définie par la loi de finances, elle sera définie par la doctrine administrative qui va venir compléter la loi. En fait, ce qu'on va regarder, c'est quelles sont les conditions concrètes d'exercice de l'activité. À partir du moment où la personne va se livrer à l'exercice de son activité dans des conditions qui caractérisent une entreprise, notamment par exemple en termes d'outils informatiques utilisés ou de moyens utilisés pour réaliser ces actifs, on sera dans un exercice à titre professionnel. Si on n'est pas dans un cadre professionnel, à ce moment-là, on restera soumis au régime des plus-values avec un taux forfaitaire de 12,8% d'imposition. Et avec, toujours dans un cadre non professionnel, la possibilité d'opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu, qui sera une option à faire au moment de la déclaration de revenus, et qui sera une option différente de celle que l'on connaît actuellement pour les plus-values de cession de valeurs mobilières, par exemple. Donc, on aura deux options, le cas échéant, deux options possibles à faire à la fois pour les cessions d'actifs numériques et pour les cessions de valeurs mobilières, ce qui complexifie un petit peu les choses. Donc ça, ces dispositions s'appliquent à partir du 1er janvier 2023. Ensuite, dernière mesure qu'on voulait vous présenter pour les particuliers, c'est la taxe d'habitation sur la résidence principale, donc la fin de la taxe d'habitation sur la résidence principale. Effectivement, vous savez que depuis 2018, il y a une réforme qui a été mise en œuvre, qui aboutit à une exonération, à une suppression totale de la taxe d'habitation au 31 décembre 2022. Donc là, on poursuit cette réforme en 2022. Donc aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas exonérés de taxe d'habitation, puisqu'il y a des conditions de seuil, ceux qui dépassent les seuils de revenus bénéficieront d'un allègement de 65% de la taxe d'habitation en 2022. Et on aura une suppression totale l'année prochaine pour les résidences principales. Voilà. Donc, malgré la crise sanitaire et donc les mesures, le plan de soutien aux entreprises qui a été mis en œuvre par le gouvernement, la réforme de la taxe d'habitation n'est pas remise en cause. Et l'année prochaine, tout contribuable sera exonéré de taxe d'habitation, quel que soit son niveau de revenu. Pour la résidence principale, bien sûr, les résidences secondaires restant toujours soumis à la taxe d'habitation.
Et on va passer maintenant donc aux mesures intéressant les entreprises. Donc là, je passe la main ou la parole à Thomas Payot de KPMG. Merci Stanislas. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, après ce passage sur les mesures qui intéressent les personnes physiques, on va avoir quelques mesures dans la loi de finances 2022 qui intéressent les entreprises. Et donc la première mesure, c'est celle qui concerne le taux de l'impôt sur les sociétés. Donc avec un maintien de la trajectoire de baisse du taux de l'IS. Vous vous souvenez, en 2017, il était prévu un objectif de taux d'impôt société à 25% pour toutes les entreprises en 2022. Donc malgré effectivement la crise Covid et les budgets qui ont été libérés pour aider les entreprises sur ces 2 années, on maintient l'objectif de taux à 25% pour toutes les entreprises, quelle que soit la taille, en 2022. Donc ce que vous voyez sur le support. Et à noter que pour les exercices ouverts en 2021, donc notamment ceux qui sont clôturés là au 31 décembre 2021, nous avons un taux d'impôt société à 26,5 ou de 27,5 si le chiffre d'affaires est supérieur à 250 millions d'euros. Donc maintien de la baisse du taux de l'impôt société. Un deuxième point qu'on voulait aborder avec vous, qui concerne le carry-back, donc le report en arrière du déficit. Un petit point technique qui a été modifié dans la loi de finances 2022. Donc vous le savez, le carry-back, c'est cette mesure qui permet aux entreprises d'imputer le déficit d'une année sur le bénéfice de l'année précédente et ainsi de générer une créance d'impôt qui sera utilisable pour payer l'impôt société sur les 5 années suivantes. Donc par exemple, on a l'exemple là à l'écran, un déficit sur l'exercice 2021 que je vais imputer sur le bénéfice de l'exercice 2020 et qui va me générer une créance que je pourrai utiliser jusqu'au 1er janvier 2026. Le déficit reportable, il est reportable dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice de l'exercice précédent et 1 million d'euros, avec des règles sur ce bénéfice d'imputation. Donc les règles qui existaient jusqu'à présent, c'était donc un bénéfice d'imputation minoré des distributions prélevées sur ces bénéfices, donc les dividendes, et un bénéfice à l'exclusion de celui qui est exonéré ou sur lequel on applique un taux réduit d'impôt société en application de certaines dispositions. Donc par exemple un bénéfice dans lequel il y aurait les aides Covid et les fonds de solidarité qui étaient exonérés d'impôt société, ce bénéfice-là ne pourrait pas être intégré dans le bénéfice d'imputation. Et le bénéfice était aussi minoré précédemment des crédits d'impôt qui permettaient de payer en fait l'impôt sur ce bénéfice-là. Et l'évolution dans la loi de finances 2022, c'est que sont intégrés en plus des crédits d'impôt les réductions d'impôt dont avait pu bénéficier l'entreprise pour réduire l'impôt société sur le bénéfice d'imputation. Donc l'évolution 2022, c'est cette intégration des réductions d'impôt dans les règles de détermination du bénéfice d'imputation. Et cette évolution de la loi de finances 2022 s'applique au report en arrière de déficit constaté au titre d'exercice clos à compter du 31 décembre 2021. Par réduction d'impôt, on va entendre notamment le mécénat, les réductions, réduction mécénat. Voilà, ça va être la principale mesure, enfin la principale réduction d'impôt qui va venir diminuer notre bénéfice d'imputation. Donc on poursuit avec des mesures particulières en faveur des entrepreneurs. Donc là, on est dans le cadre du plan indépendant. Donc vous savez que le gouvernement a lancé un plan pour les indépendants en septembre 2021 avec un projet de loi sur ce plan indépendant qui est sorti là début 2022 et avec un objectif fixé par le gouvernement d'une entrée en vigueur de ce projet de loi pour la fin de l'année 2022. Donc ce projet de loi, il couvre en fait plusieurs choses. Donc
notamment au niveau fiscal et au niveau social et au niveau juridique. On verra tout à l'heure un peu plus de détails sur la partie juridique et sociale. Et donc là, on va vous présenter les principales mesures fiscales de ce plan indépendant et qui rentrent en vigueur dans le cadre du projet de loi, enfin de la loi de finances 2022. Les principaux objectifs de ces mesures fiscales dans le plan indépendant, c'est de dynamiser la reprise des fonds de commerce dans le cadre de la crise actuelle et de favoriser malgré tout des reprises de fonds de commerce, d'encourager les cessions de fonds de commerce en location-gérance, d'assouplir les délais de demande d'exonération en cas de départ à la retraite et augmenter le plafond d'exonération des plus-values en cas de cession d'une entreprise individuelle. Donc, c'est des mesures en faveur des entrepreneurs pour vraiment dynamiser les transactions sur les fonds de commerce. Donc, la première assouplissement ou la première mesure qui concerne du coup ce plan indépendant, c'est l'allongement du délai pour bénéficier d'une exonération en cas de départ à la retraite. Donc aujourd'hui, la mesure, le dispositif actuel, permet, lors d'une cession à titre onéreux d'une PME relevant de l'impôt sur le revenu, dans le cadre de départ à la retraite de l'exploitant, une exonération avec des conditions qui tiennent à la durée d'exercice de l'activité, donc de 5 ans. Le cédant ne doit pas contrôler l'entreprise cessionnaire. Le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise cédée. Et le cédant doit faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans suivants ou précédant la cession. Et cette exonération, elle peut également s'appliquer à la cession d'une activité qui a fait l'objet d'un contrat de location-gérance, à condition que l'activité ait été exercée pendant 5 ans au moment de la mise en location et que la transmission soit réalisée au profit du locataire. Donc ça, c'est les conditions actuelles jusqu'au 31 décembre 2021. Et la loi de finances 2022 aménage ce dispositif avec 2 principales évolutions. La première, c'est sur le rallongement du délai entre le départ à la retraite et la cession d'entreprise, donc qui était prévu de 2 ans, elle passe à 3 ans. Pour les cédants qui font valoir leur droit de départ à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. Donc c'est un allongement qui permet, en fait, dans les conditions actuelles, de favoriser et de maintenir des cessions de fonds de commerce. Le deuxième assouplissement, on l'avait vu sur les cessions de fonds de commerce qui font l'objet d'un contrat de location-gérance. Il fallait que la cession soit réalisée au profit du locataire. Donc l'évolution, c'est que la cession peut être faite toujours au profit du locataire, mais elle peut aussi être réalisée au profit d'une autre personne en dehors du locataire. Donc ça élargit le champ des possibilités pour les cessions de fonds de commerce dans le cadre de location-gérance. Donc cette mesure et cette évolution, elle s'applique pour la détermination de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2021 et des années suivantes. La deuxième évolution, elle concerne le pendant de cette mesure là dans le cadre de départ à la retraite, donc de l'article 151 7 Donc le pendant de cet article 151 7 il concernait la cession dans le cadre d'un départ à la retraite de parts de société à l'impôt société, dans lequel on pouvait bénéficier d'un abattement fixe sur les gains de cession de titres réalisés par les dirigeants qui prennent leur retraite. Donc cet abattement fixe est de 500 000 € dans le cadre de la soumission au prélèvement forfaitaire unique ou de l'option au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Et pour bénéficier de l'abattement, le cédant devait cesser ses fonctions dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans suivants ou précédant la cession, avec un dispositif qui avait une date d'échéance prévue au 31 décembre 2022. Donc l'aménagement de la loi de finances 2022, il y a 2 choses qui évoluent sur ce point-là. Le premier, c'est l'allongement du délai lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. Le délai passe de 2 ans à 3 ans. Donc c'est le même allongement que celui qu'on vient de voir sur l'article 151 7 pièces.
Et la deuxième évolution, c'est le report de l'échéance de ce dispositif du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2024. Et donc, on poursuit sur la troisième mesure qui concerne toujours une mesure fiscale qui est là pour favoriser les cessions de fonds de commerce. Donc, le dispositif actuel prévoit que les plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la transmission d'une entreprise ou d'une branche complète d'activité puissent bénéficier d'une exonération pour les cessions de valeur inférieure à 500 000 euros, avec des conditions. La première étant l'exercice de l'activité pendant au moins 5 ans. Le cédant doit être un contribuable exerçant son activité professionnelle dans une société relevant de l'impôt sur le revenu, ou le cédant doit être une société à l'IS. Le cédant n'exercera pas la direction effective de l'entreprise cessionnaire ou ne détiendra pas directement ou indirectement plus de 50% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire. Et la valeur des éléments transmis ne doit pas excéder 500 000 euros. À noter que pour l'application et le calcul de cette valeur de 500 000 euros, le seuil était basé sur la valeur des éléments transmis qui servait d'assiette au droit d'enregistrement qui frappe les cessions de fonds de commerce. Et ce dispositif s'applique également à la cession d'une activité mise en location-gérance, à condition que la transmission soit réalisée au profit du locataire. Et donc avec deux applications de cette exonération. Un premier seuil de 300 000 euros qui permet une exonération totale de la plus-value et de la cession de l'entreprise, et la deuxième tranche qui est une exonération partielle et dégressive lorsque la valeur des éléments est comprise entre 300 000 et 500 000 euros. Donc il y a plusieurs évolutions dans la loi de finances 2022. La première concerne le rehaussement des seuils d'application de l'exonération totale et de l'exonération partielle. Donc, dans le cas, en fait, pour bénéficier d'une exonération totale, il faudra maintenant que la valeur des éléments transmis n'excède pas 500 000 euros. Et pour bénéficier de l'exonération partielle et dégressive, il faudra que la valeur des éléments soit comprise entre 500 000 euros et 1 million d'euros. Le deuxième point et la deuxième évolution sur cette mesure concerne la référence au prix, en fait, ou aux valeurs qui sont transmises. Donc, précédemment, c'était les éléments qui servaient d'assiette au droit d'enregistrement. Et donc, il y a une évolution sur laquelle on attend un peu de commentaires et un peu de documentation qui n'est pas totalement fournie pour l'instant. Parce que maintenant, on fait référence au prix stipulé ou à la valeur vénale des éléments transmis, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant. Et donc, on pourrait peut-être voir s'intégrer dans la valeur des éléments transmis, en plus de ceux qui servaient de base au calcul des droits d'enregistrement, on pourrait voir arriver en plus les stocks, les créances, les immeubles, sous réserve qu'ils concourent à la valorisation de l'entreprise cédée. Donc on pourrait, en contrepartie d'un rehaussement des seuils d'exonération totale ou partielle, on pourrait voir en fait une valeur des éléments transmis qui pourrait augmenter dans le cadre de cette évolution sur la valeur des éléments transmis. La troisième évolution dans la loi de finances 2022 concerne toujours les activités mises en location-gérance. Donc, puisque là encore, comme on l'a vu dans les mesures précédentes, là encore, on pourra, pour bénéficier de l'exonération totale ou partielle, faire une cession de l'activité mise en location-gérance, soit au locataire, soit à d'autres personnes que le locataire. Donc, c'est la troisième évolution de cette mesure d'exonération qui concerne la location-gérance. À noter que la mesure s'applique pour la détermination de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2021 et des années suivantes. Donc voilà, 3 mesures dans le cadre du plan indépendant qui sont vraiment là pour favoriser et continuer à faire en sorte que les fonds de commerce puissent être transmis dans de bonnes conditions pour les cédants. On continue sur des évolutions qui sont aussi intégrées dans le plan indépendant. Donc, c'est l'assouplissement des délais d'option et de renonciation pour le régime réel. Donc, donc, les délais en fait qui étaient précédemment applicables
c'était que pour pouvoir passer du régime de la micro-entreprise au régime réel d'imposition, il y avait des délais qu'il fallait respecter. Donc les délais à l'heure actuelle en vigueur, c'était que cette option pour le régime réel ou la renonciation à ce régime réel pour revenir au régime micro-entreprise devait être exercée au plus tard le 1er février de l'année au titre de laquelle l'option ou la renonciation devait s'appliquer. Donc par exemple, on prend l'exemple de cette année, si je voulais passer d'un régime micro-entreprise que j'avais jusqu'au 31 décembre 2021 et en 2022 pouvoir passer au régime réel, il fallait que je fasse l'option avant le 1er février 2022. Donc ces délais d'application de l'option ou de la renonciation sont modifiés dans le cadre de la loi de finances 2022 avec un allongement des délais. Donc dans le cas en fait d'un BIC ou d'un BNC, j'ai à la date de déclaration de ces régimes pour faire l'option ou la renonciation, donc ça veut dire jusqu'au mois de mai de l'année 2022. Et pour les bénéfices agricoles, il est de façon identique aussi pour jusqu'au mois de mai 2022. Donc un rallongement des délais qui permet de favoriser et de simplifier ces changements de régime, soit de la micro-entreprise vers le réel, soit en cas de renonciation du réel vers la micro-entreprise. Un point sur la majoration du bénéfice imposable en l'absence d'adhésion à un organisme de gestion agréé. Il était prévu jusqu'à maintenant, vous le savez, dans l'ancien régime, une majoration de 25% des bénéfices imposables en BIC, BNC ou bénéfices agricoles lorsqu'il n'y avait pas d'adhésion à un centre de gestion agréé et lorsque les entrepreneurs ne faisaient pas appel au service d'un professionnel expert comptable. Donc il est mis fin, et avec un objectif de mettre fin à cette majoration en 2023, et avec donc une application temporaire jusqu'à cette date 2023. 2021, la majoration passait de 25% à 15%, et en 2022, elle passe à 10% avant d'être supprimée donc en 2023. Donc là encore, une évolution, une simplification quelque part pour les entrepreneurs dans le cadre du plan indépendant qui a été lancé par le gouvernement. Nous allons voir maintenant l'amortissement fiscal des fonds de commerce et je te laisse la parole, Stanislas, pour présenter ce sujet. Oui, merci. Donc, en matière d'amortissement des fonds de commerce, on a aujourd'hui une distorsion finalement entre les règles comptables et les règles fiscales, puisque sur le plan comptable, l'amortissement d'un fonds de commerce est prévu dans deux situations bien précises. La première situation, c'est lorsque le fonds de commerce a une durée d'utilisation limitée dans le temps. Donc, c'est par exemple le cas des concessions. On a un droit d'exploitation via un contrat de concession qui a une durée limitée dans le temps, limitée de par le contrat. Ça peut être le cas, par exemple, aussi des carrières, qui ont une durée d'utilisation limitée. Et la deuxième situation prévue par les règles comptables, c'est l'amortissement du fonds de commerce acquis par les petites entreprises. Alors, quand on dit petites entreprises, ce sont des entreprises qui ont moins de 50 salariés, qui font moins de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui ont un total de bilan inférieur à 6 millions d'euros. Pour ces petites entreprises, elles ont la possibilité, sur le plan comptable, d'amortir le fonds de commerce sur une période de 10 ans. En revanche, au plan fiscal, rien n'est prévu. C'est même plutôt l'inverse, puisque le fisc considère que le fonds de commerce n'ayant pas une durée de vie limitée, l'amortissement comptable pratiqué n'est pas déductible fiscalement. Ça a été jugé récemment par un arrêt du Conseil d'État en 2021 qui a rappelé le principe de non-déductibilité fiscale de l'amortissement du fonds de commerce. La loi de finances pour 2022 réaffirme dans la loi le principe de non-déductibilité fiscale de l'amortissement du fonds de commerce. Donc maintenant, on a un texte
qui prévoit expressément cette non-déductibilité fiscale. Toutefois, et à titre dérogatoire, là aussi, dans le cadre du plan de relance post-crise sanitaire, la loi prévoit une possibilité, à titre temporaire, de déduire l'amortissement du fonds de commerce qui a été pratiqué en comptabilité, mais uniquement pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Donc, pendant cette période de 3 ans, les petites entreprises, donc celles qui respectent les seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires et de bilan que l'on a vu tout à l'heure, pourront amortir leur fonds de commerce sur le plan comptable et déduire cet amortissement pour le calcul du résultat imposable. Je rajoute que l'amortissement, donc les règles d'amortissement sont prévues. Il est toujours possible non pas d'amortir, mais de déprécier le fonds de commerce. Lorsque l'on estime que la valeur du fonds de commerce inscrite au bilan ne reflète pas sa valeur vénale, sa valeur intrinsèque, il est possible de passer une provision pour dépréciation. Cette provision pour dépréciation, elle n'est pas définitive, puisque le principe de la provision, c'est que la perte n'est pas irréversible et que le jour où l'actif retrouve une valeur vénale correcte, on pourra reprendre la provision. Donc cette provision pour dépréciation du fonds de commerce, elle est toujours possible sur le plan comptable. Elle est déductible sur le plan fiscal sous réserve que l'on respecte toutes les conditions de déductibilité des provisions. Donc ça, c'est toujours un sujet un peu de discussion avec l'administration fiscale, puisqu'il faut pouvoir démontrer que la perte de valeur est probable. Donc il faut des éléments objectifs et extérieurs qui attestent de cette perte. Et dans l'hypothèse où on pourrait amortir le fonds de commerce parce qu'on respecte les conditions sur le plan comptable et que l'on déprécie également le fonds de commerce, on peut éventuellement passer les deux écritures, amortissement et provision. La loi prévoit que dans ce cas-là, la provision ne sera pas déductible. Voilà, on ne pourra pas avoir une double déduction fiscale de l'amortissement et de la provision pour dépréciation. Voilà, donc ça c'est une mesure temporaire qui peut intéresser les entreprises qui ont acquis un fonds de commerce là, pendant cette période 2022-2025. Ensuite, deux mesures en matière de crédit d'impôt. Alors, un aménagement du crédit d'impôt innovation. Donc, le crédit d'impôt innovation, ce sont les dépenses qui sont réalisées par les entreprises pour réaliser des prototypes de nouveaux produits. Donc, ce n'est pas de la recherche. Donc, on est hors crédit d'impôt recherche. C'est un crédit d'impôt un peu plus, on va dire, un petit peu plus facile à aller chercher, puisqu'on est sur de la conception de prototypes de nouveaux produits et non pas sur de la recherche pure. Ce crédit d'impôt innovation, il est égal à 20% des dépenses d'innovation engagées, avec un plafond à 400 000 € de dépenses. Jusqu'à présent, parmi les dépenses éligibles, certaines étaient déterminées de façon forfaitaire, puisque parmi les dépenses éligibles, on avait des dépenses de fonctionnement qui étaient fixées à 43% des dépenses de personnel et 75% des dotations aux amortissements des immobilisations affectées aux activités de recherche. Cette partie de dépenses, donc déterminée de façon forfaitaire, a été jugée comme contraire aux règles européennes et la France a dû modifier sa législation sur ce point. Donc, c'est ce que fait la loi de finances 2022 en supprimant cette partie forfaitaire de dépenses
Et en contrepartie, le taux de droit commun du crédit d'impôt innovation est relevé, puisqu'il passe de 20% à 30% des dépenses, avec un taux majoré lorsque l'on est en Outre-mer. Et deuxième mesure, c'est que ce crédit d'impôt innovation avait une durée limitée, puisqu'il devait prendre fin au 31 décembre 2022, et il est prorogé pour 2 ans, jusqu'au 31 décembre 2024. Donc ça, c'était pour le crédit d'impôt innovation. Deuxième modification en matière de crédit d'impôt recherche. Le crédit d'impôt recherche, donc là, ce sont vraiment des activités de recherche pure. On avait eu une modification il y a quelques années pour les entreprises qui faisaient de la recherche en partenariat ou en sous-traitance avec des organismes publics, puisque pour toutes les activités de recherche que l'entreprise pouvait confier à des organismes publics, le crédit d'impôt recherche était doublé. L'assiette du crédit d'impôt recherche était doublée. À partir du 1er janvier 2022, ce doublement des dépenses de recherche confiées à des organismes publics est supprimé. On est dans le régime de droit commun. Et donc, pour continuer à quand même alimenter de la recherche avec des partenaires publics, la loi de finances met en place un nouveau crédit d'impôt recherche qui prend le nom de crédit d'impôt sur la recherche collaborative, qui va effectivement être séparé du crédit d'impôt recherche classique. L'idée, c'est de mettre en commun de la recherche entre les entreprises privées et des partenaires publics. Alors, il faudra conclure un vrai contrat de partenariat. Donc, ce n'est pas simplement de la sous-traitance, ce sera un contrat de partenariat donc, qui repose sur un partage à la fois des risques et des résultats de la recherche. Et le taux du crédit d'impôt sur la recherche collaborative sera plus important que le crédit d'impôt recherche, puisqu'il sera de 50% pour les petites et moyennes entreprises et 40% pour les autres entreprises, donc les plus grandes entreprises. Avec un plafond de dépenses, vous voyez, plus faible quand même que le crédit d'impôt recherche classique, puisque le plafond de dépenses est fixé à 6 millions d'euros. Et ce crédit d'impôt n'est pas cumulable avec le crédit d'impôt recherche de droit commun. Donc après, il y a un choix à opérer entre le CIR classique et le crédit d'impôt sur la recherche collaborative. Et là aussi, comme le CIR, ce crédit d'impôt est remboursable, il s'impute sur l'impôt société de l'entreprise et il peut être remboursé immédiatement pour les entreprises qui répondent à la définition des PME communautaires. PME communautaire, c'est un dispositif c'est une qualification qu'on le retrouve beaucoup. Hein. Les PME communautaires, ce sont les entreprises en fait qui emploient moins de 250 salariés et qui ont un total de chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. Voilà, et donc ce crédit d'impôt recherche collaboratif, il entre en vigueur au 1er janvier 2022, du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2025. Là aussi, c'est un dispositif temporaire. Ensuite, le crédit d'impôt formation. Alors, donc, pour les entreprises et les chefs d'entreprise, les dirigeants qui font de la formation, ils peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt formation qui est plafonné à 40 heures de formation par année civile, multiplié par le taux horaire du SMIC. Donc, on est jusqu'à présent aux alentours de 400, un petit peu moins de 400 euros de crédit d'impôt formation. Pour les micro-entreprises, donc vous voyez celles qui ont moins de 10 salariés et qui ont un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan qui n'excède pas 2 millions d'euros,
ce crédit d'impôt va être doublé. Donc, on sera toujours plafonné à 40 heures de formation, mais le taux sera doublé. Donc, ça veut dire que le crédit d'impôt maximum sera aux alentours de 800 € en fonction du taux du SMIC à partir du 1er janvier 2022, enfin pour l'année 2022, parce que là aussi, c'est une mesure un peu temporaire. Quelques mesures de TVA maintenant. Alors, la première mesure concerne le taux de TVA qui est applicable dans le secteur agroalimentaire. On a une modification de l'article 278 au bis du CGI, puisque donc qui prévoit un taux réduit de 5,5% pour tous les produits qui sont destinés à l'alimentation humaine. Jusqu'à présent, les produits qui étaient éligibles au taux de 5,5% étaient les produits qui étaient susceptibles d'être consommés en l'état. En fait, cette distinction entre les produits susceptibles d'être consommés en l'état ou non est supprimée depuis le 1er janvier. Donc maintenant, le taux réduit de 5,5% va s'appliquer à tous les produits qui sont destinés à l'alimentation humaine tout au long de la chaîne de production. Alors, cela vise notamment le cas des animaux vivants qui, jusqu'à présent, étaient soumis à un taux de 10% et qui, donc, depuis le 1er janvier 2022, les animaux vivants qui sont destinés à être abattus pour être après destinés donc, à l'alimentation humaine sont aujourd'hui, depuis le 1er janvier, soumis à un taux réduit de 5,5%. Donc voilà, on a toutes les denrées alimentaires, tous les produits qui sont destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires, à quelque étape de la chaîne de production que ce soit, ainsi que les compléments alimentaires. Toutes ces 3 familles de produits sont désormais soumis au taux réduit de 5,5%. Ensuite, toujours en matière de TVA, une modification du régime de la TVA à l'importation. Donc, quand on parle donc TVA importation, donc ce sont tous les produits en fait qui proviennent qui sont introduits en France et qui viennent d'un pays hors Union européenne. Jusqu'à présent, la TVA était due donc par l'entreprise qui procédait à l'importation sur ces produits. Et cette TVA a été payée aux douanes. Elle était payée au moment du dédouanement, hein, de l'entrée en France dans le point de douane des marchandises. Cette TVA a été une TVA déductible pour l'entreprise, hein, puisqu'elle l'a payée en douane et ensuite elle pouvait la déduire selon les règles classiques. Ce qui donc c'était neutre, si ce n'est un décalage de trésorerie entre le moment du paiement de la TVA et sa déduction, en général le mois suivant. Sous certaines conditions, l'entreprise pouvait demander à bénéficier d'un mécanisme d'autoliquidation de la TVA, mais c'était sur option et soumis à des conditions un peu particulières. Donc, modification à compter du 1er janvier 2022, l'autoliquidation de la TVA à l'importation devient générale. Donc, toutes les entreprises qui importent des produits vont payer la TVA à l'importation, non plus au service des douanes, mais directement aux impôts, en procédant à l'autoliquidation de la TVA sur leur déclaration de CA3. Donc, je n'aurai plus de décalage de trésorerie. La TVA sera collectée et immédiatement déduite sur la déclaration.
La déclaration de TVA, d'ailleurs, va être modifiée à partir de janvier, donc pour celle qui sera déposée en février, avec des cases spécifiques en matière de TVA à l'importation. La déclaration a été un peu adaptée et elle sera, en principe, pré-remplie du montant de la TVA à l'importation, puisque la base de la TVA, ce sera la valeur en douane, la valeur qui a été déclarée en douane. Donc, les douanes vont communiquer à l'administration fiscale les valeurs déclarées en douane, ce qui permettra aux impôts de pré-remplir les déclarations de TVA pour les entreprises importatrices. Donc ça, c'est théoriquement mis en place sur la déclaration de TVA de janvier qui sera à déposer en février. Alors, il semblerait qu'il y ait quand même quelques difficultés de transmission. Il est possible que pour les entreprises importatrices, la déclaration de janvier ne soit pas pré-remplie. Hein. Voilà, on va voir ce que ça donne, mais il est possible qu'il y ait effectivement un petit retard dans le pré-remplissage des déclarations. Ensuite, un petit point sur la déclaration d'échange de biens. Donc la déclaration d'échange de biens, c'est lorsque l'on est dans des opérations intracommunautaires. On échange, les entreprises en fait livrent ou achètent des biens en provenance d'un autre pays membre de l'Union européenne. Là aussi, donc une modification à partir du 1er janvier 2022. Donc, pour la déclaration d'échange de biens qui sera déposée donc, en février pour les opérations de janvier, la DEB va être divisée en 2 déclarations distinctes. Il y aura une déclaration classique, en fait, l'état récapitulatif tel qu'on le connaît actuellement, qui indique la provenance des marchandises et puis l'entreprise en fait, qui procède à l'acquisition ou à la livraison intracommunautaire. Et à côté, une deuxième déclaration qui sera une déclaration plus à des fins statistiques. C'est plus une déclaration d'enquête statistique au niveau des douanes qui ne sera pas, qui ne concernera pas toutes les entreprises, puisque en fait les douanes en fait vont déterminer les entreprises qui seront soumises à cette enquête statistique, et toutes les entreprises sélectionnées recevront, ou d'ailleurs normalement ont déjà reçu en décembre un courrier des douanes leur indiquant qu'ils seront soumis à cette déclaration d'enquête statistique. Donc, soit on est concerné par cette déclaration d'enquête et on aura donc les 2 déclarations de DEB à souscrire, soit on n'est pas concerné par cette déclaration d'enquête et on n'aura que l'ancienne DEB à souscrire, l'état récapitulatif des clients. En sachant que effectivement, l'entreprise peut, son niveau d'obligation peut varier d'une année sur l'autre. Et point important que l'on souhaitait rappeler, c'est que depuis le 1er janvier 2020, la déclaration d'échange de biens, outre l'amende que peut infliger les douanes lorsqu'elle n'est pas faite ou lorsqu'il manque certains éléments, depuis le 1er janvier 2020, cette déclaration d'échange de biens est devenue une condition nécessaire pour bénéficier de l'exonération de TVA en matière de livraison intracommunautaire de biens. Voilà, lorsque je vends un bien au profit d'un autre assujetti, d'une autre entreprise établie dans un autre État membre de l'Union européenne, et que les marchandises quittent la France pour aller vers cet autre pays membre de l'Union européenne, l'opération n'est pas soumise à TVA, on est dans le cas d'une livraison intracommunautaire exonérée de TVA, mais outre les conditions classiques que l'on connaissait, la déclaration d'échange de biens que l'on doit faire ensuite est une condition nécessaire pour bénéficier de cette exonération de TVA.
Ensuite, toujours en matière de TVA, une modification importante pour les entreprises, c'est qui concerne les acomptes, les factures d'acompte sur des opérations de livraison de biens. Jusqu'à présent, alors en matière de livraison de biens, la facture d'acompte ne rendait pas éligible la TVA, dans la mesure où le fait générateur de la TVA en matière de livraison de biens était constitué par la réalisation de l'opération, c'est-à-dire la livraison du bien et en fait le transfert de propriété du vendeur vers l'acheteur. Donc ce fait générateur a été là aussi considéré comme contraire aux règles européennes. On a d'ailleurs un arrêt de la Cour d'appel de Nantes de 2021 qui a confirmé que c'était effectivement contraire aux directives européennes. Et donc la France, là aussi, a été dans l'obligation de modifier sa législation sur ce point. Ce qu'elle fait dans la loi de finances, puisque elle prévoit maintenant que, le texte du CGI est modifié pour prévoir que pour les livraisons de biens, le versement d'un acompte entraîne l'exigibilité de la TVA. Alors, cette modification prend effet au 1er janvier 2023. C'est-à-dire qu'effectivement, on laisse un an aux entreprises pour modifier et aménager leur système de facturation et leur système informatique pour pouvoir se mettre en conformité avec ces règles-là. Voilà. Donc, la TVA devient exigible sur la facture d'acompte. Donc, elle est collectée par l'entreprise et reversée au Trésor public. Et corrélativement, pour l'acheteur qui a payé l'acompte, bien sûr, il pourra déduire plus tôt cette TVA sur l'acompte. Enfin, un point en matière de contrôle fiscal et de sanctions en cas de défaut de facturation. Alors, jusqu'à présent, lorsque l'entreprise réalisait des opérations sans facturation, l'amende encourue pour défaut de facturation était fixée à 50% du montant de la transaction, quel que soit le montant de la transaction et même si l'opération, par exemple, avait été comptabilisée. Donc, cette amende a été contestée car jugée quand même, dans certains cas, disproportionnée. Le Conseil constitutionnel a rendu une décision le 26 mai 2021 en jugeant effectivement que cette amende était non conforme à la Constitution, car pouvant aboutir à une sanction finalement disproportionnée au préjudice subi. Et le Conseil a laissé un temps au législateur pour modifier la loi. Donc, ce qui est fait dans la loi de finances, puisque à partir du 1er janvier 2022, on a 2 niveaux de sanctions dorénavant qui vont s'appliquer. À savoir, si la transaction a été réalisée sans facture et n'a pas été comptabilisée, l'amende sera de 50% de l'opération, du montant de l'opération, avec un plafond à 375 000 € par exercice. En revanche, si la transaction a été faite sans facture, mais qu'elle a été régulièrement comptabilisée, donc logiquement imposée, l'amende ne sera que de 5% avec un plafond à 37 500 € par exercice. Voilà, donc on a en fait une amende qui est modulée en fonction de la gravité de l'infraction et surtout qui est plafonnée. Et enfin, comme aujourd'hui on le voit dans beaucoup de dispositifs, on a ce qu'on appelle un droit à l'erreur qui est prévu par le législateur. Lorsque l'entreprise en fait s'aperçoit
qu'elle n'a pas réalisé la facture, elle peut corriger son erreur de manière spontanée ou dans les 30 jours d'une première demande de l'administration, et à ce moment-là, elle ne sera pas redevable de l'amende. Voilà. C'est cette notion de droit à l'erreur qui permet de corriger en fait de façon spontanée ou à première demande de l'administration l'erreur commise, dès lors que c'est la première infraction commise au cours de l'année civile et des 3 années précédentes. Voilà. S'appliquer qu'une fois. Alors, on en parlera tout à l'heure, on va au niveau de la documentation piste d'audit fiable, mais cette amende de 5% plafonnée à 37 500 € par exercice pourrait, on va attendre un peu les commentaires, mais pourrait être mise en œuvre par l'administration en l'absence de documentation de piste d'audit fiable ou dans le cas où la documentation ne serait pas jugée suffisamment pertinente sur certains flux par l'administration fiscale, puisque la piste d'audit fiable doit garantir l'authenticité et l'intégrité de la facture. Donc, c'est aujourd'hui un sujet sur lequel l'administration va sûrement communiquer, mais voilà, ça pourrait être une amende potentiellement appliquée sur ce sujet-là. Et donc, alors on va reparler un petit peu de l'entrepreneur individuel et du plan, de la loi qui est en cours de discussion actuellement. Et je repasse la parole à Thomas Payot. Merci Stanislas. Donc effectivement, on a parlé tout à l'heure de ce plan indépendant qui devrait entrer en vigueur en 2022. Donc on a rappelé, il y a 3 grands axes dans ce plan indépendant. Donc un axe sur la partie juridique, un autre sur la partie fiscale dont on a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, et on va compléter avec une mesure et avec ce qui est prévu au niveau fiscal dans le statut de l'entrepreneur indépendant. Et il y aura aussi dans ce plan indépendant des mesures sociales que nous n'aborderons pas aujourd'hui, mais peut-être ça vaudra le coup lors d'une autre conférence d'évoquer en fait cette réforme du plan indépendant. Donc, pour rappel, hein, l'objectif qui est fixé par le gouvernement dans cette réforme du statut de l'indépendant, c'est d'avoir vraiment un statut unique, plus protecteur de l'exercice d'une activité professionnelle en tant qu'indépendant, de faciliter le passage en société, d'améliorer et de simplifier la protection sociale de l'indépendant, de faciliter l'accès à de la formation et donc à la reconversion de l'entrepreneur indépendant lorsqu'il veut arrêter son activité professionnelle en tant qu'indépendant. Aussi de favoriser la transmission des entreprises individuelles. On a vu tout à l'heure quelques mesures sur ce sujet-là. Et enfin, un dernier objectif de ce plan, c'est de simplifier l'environnement juridique de l'entrepreneur individuel. Donc, dans les éléments qu'on va voir là, on a ici les grandes lignes du futur statut unique de l'entrepreneur individuel. Donc, un des premiers points, c'est ce qui concerne le patrimoine personnel ou le patrimoine professionnel. Donc, aujourd'hui, dans le projet de loi tel qu'on le connaît, il est prévu la notion de bien utile à l'activité. Donc, on attend là aussi des commentaires qui permettront de bien définir ce que couvre cette notion de bien utile à l'activité, mais on imagine quand même une protection plus forte du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Donc ce futur statut unique, il concernera tous les entrepreneurs individuels, y compris les auto-entrepreneurs ou micro-entrepreneurs. Il couvrira toutes les natures d'activités, aussi bien commerciales, libérales, artisanales ou agricoles. Donc libéral, aussi bien libéral de la santé, hein, avec médecin ou infirmière par exemple. On utilisera le mécanisme du patrimoine d'affectation avec cette notion que je viens d'évoquer sur le bien utile à l'activité.
Ce statut, il devrait remplacer celui de l'EIRL qui existe à l'heure actuelle. Il n'y aura plus en fait ce statut de l'EIRL dans le projet de loi. Donc il a été, vous le voyez, adopté en première lecture, ce projet de loi au Sénat le 26 octobre. Et il devrait être présenté début 2022, pour l'instant ce n'est pas le cas, à l'Assemblée nationale, donc avec, je l'ai évoqué précédemment, un objectif de mise en vigueur courant 2022, d'ici la fin de l'année 2022. Donc au niveau fiscal, on a vu quelques mesures tout à l'heure, mais globalement, on voulait vous présenter du coup le statut fiscal de cet entrepreneur individuel, nouveau statut. Donc le principe, comme à l'heure actuelle, c'est un principe de soumission à l'impôt sur le revenu de l'activité professionnelle exercée sous ce régime de l'entrepreneur individuel, avec malgré tout une option possible pour l'assimilation à une URL ou à une ARL dans le cas d'une activité agricole. Cette option, elle vaudra automatiquement du coup une option à l'impôt sur les sociétés. Et avec deux options quelque part. Donc, la première, lorsqu'on est sur une option en fait pour une assimilation à une URL, on ne pourra pas revenir en arrière. Donc cette option pour l'assimilation, elle sera irrévocable. Mais on pourra malgré tout changer l'option pour l'assujettissement à l'impôt société dans les 5 ans de l'option. Donc on pourra passer d'un entrepreneur individuel à une URL avec une option automatique à l'IS, et on pourra revenir sur la partie option IS pour revenir à l'impôt sur le revenu, tout en maintenant une activité sous la forme URL. L'impact de l'option IS et du passage à l'URL, ça aura un impact sur la partie dividende et sur notamment le fait de voir les dividendes soumis à des cotisations et des contributions sociales pour la fraction des dividendes qui dépasseront 10% du montant du bénéfice net imposable de l'exercice précédant la distribution. Donc il y aura un impact important sur la partie dividende, et on peut considérer que cette mesure finalement d'option à l'assimilation URL et donc option à l'IS, elle sera particulièrement favorable plutôt pour les entrepreneurs qui réinvestissent la majorité de leurs résultats nets. Parce que dans ce cas-là, ils n'auront pas forcément en fait de cotisation ou de contribution sur les dividendes perçus. Donc voilà les principaux éléments là, sur la partie fiscale de ce plan indépendant. On a vu tout à l'heure les mesures qui favorisent les transmissions de fonds de commerce ou d'entreprise. On voit ici le régime prévu et le régime fiscal prévu de l'entrepreneur individuel. Il y a aussi des mesures sociales qui sont prévues, et on ne va pas revenir dessus, mais globalement, ce qu'il est prévu sur la partie sociale, c'est de mieux protéger le conjoint collaborateur, de permettre des modulations de cotisations en temps réel de façon beaucoup plus simple, de supprimer les pénalités liées à une sous-estimation du revenu définitif, de neutraliser les effets de la crise sur l'assiette des calculs des indemnités journalières, préserver le droit à la retraite des entrepreneurs individuels, et de baisser des cotisations pour faciliter l'accès à l'assurance volontaire, à la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Donc ces mesures-là sur la partie protection sociale, c'est ce qui apparaît à l'heure actuelle dans le projet de loi. Donc on peut imaginer que sur ce type de choses, il y aura aussi et des commentaires et des évolutions, type amendement par exemple, qui continueront à faire évoluer ce projet sur la partie sociale. Donc je pense que ça vaudra le coup en 2022 à voir avec vous la CCI, notamment de réévoquer ce sujet du plan indépendant qui va avoir un impact certain sur ce statut-là. Donc on voulait aussi du coup profiter de cette présentation ce matin pour refaire un point sur les aides Covid-19. Ce n'est pas forcément dans le cadre de la loi de finances, mais il nous paraissait intéressant de vous faire une synthèse
des aides actuellement en vigueur. Ça fait partie des choses qui évoluent régulièrement en fonction des annonces du gouvernement. Donc nous allons évoquer du coup les dernières aides en vigueur actuellement. Donc la première, l'aide rebond. On va évoquer aussi l'aide loyer, l'aide fermeture, et enfin la toute dernière qui est apparue au mois de janvier, l'aide renfort. Et à noter que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé d'autres aides qui seront, je pense, applicables à partir de début février pour le secteur du tourisme et de la restauration notamment. Donc on attend des éléments un peu plus détaillés sur ces sujets-là pour voir quelles sont les conditions et les procédures de mise en œuvre. Avant d'évoquer les nouvelles aides là, dont on a parlé, donc vous connaissiez en fait l'aide Fonds de solidarité et l'aide coût fixe. Le Fonds de solidarité sur le territoire métropolitain, il s'est terminé au 30 septembre 2021. Et donc il existe encore aujourd'hui, mais aujourd'hui simplement pour les territoires d'outre-mer. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans les présents, on n'a pas de personnes concernées et qui peuvent encore demander ce fonds de solidarité. La deuxième aide qui était en vigueur aussi jusqu'à fin 2021, c'était l'aide coût fixe. Et elle devait être sollicitée au plus tard jusqu'au 15 novembre 2021. Donc les nouvelles aides en vigueur aujourd'hui, donc la première, c'est l'aide coût fixe rebond. Donc là, cette aide-là, elle prend la suite du Fonds de solidarité et de l'aide coût fixe telles qu'elles existaient. Elle protège particulièrement les entreprises qui ont été fermées sur la période éligible de janvier à octobre 2021, les secteurs S1 et S1 bis, les commerces qui étaient dans les centres commerciaux, les entreprises dans le secteur montagne, avec un périmètre à peu près équivalent à l'aide coût fixe telle qu'elle existait, et avec des nouveautés par rapport à cette aide coût fixe. Donc, vous vous souvenez, il y avait un seuil, il y avait une taille d'entreprise pour pouvoir bénéficier de l'aide coût fixe, puisqu'il fallait notamment avoir un chiffre d'affaires minimum de 1 million d'euros mensuels ou 12 millions d'euros annuels pour pouvoir bénéficier de l'aide coût fixe. Donc là, il n'y a pas de taille minimum pour bénéficier de l'aide coût fixe rebond. Et dans l'aide coût fixe précédemment, il fallait avoir perçu le fonds de solidarité. Donc là, il n'y a pas cette condition-là dans l'aide coût fixe rebond. Néanmoins, si on reprend les critères d'éligibilité de cette aide, donc c'est des entreprises des secteurs protégés ayant été créées avant le 1er janvier 2019, ayant subi une perte d'au moins 50% de chiffre d'affaires sur la période éligible et ayant réalisé au moins 5% du chiffre d'affaires de référence pour le mois d'octobre 2021. Ça permettait en fait, cette dernière condition, ça permettait d'éviter certains effets d'entreprises qui continuent à toucher le fonds de solidarité sans avoir réouvert encore leur activité. Donc là, il faut avoir évidemment réouvert l'entreprise au mois d'octobre et avoir généré un minimum de 5% du chiffre d'affaires de référence. Donc la période éligible sur laquelle on va regarder la perte de chiffre d'affaires de 50% du chiffre d'affaires, c'est de janvier à octobre 2021, avec une modalité de calcul qui est basée sur l'excédent brut d'exploitation coût fixe négatif. Donc quand on dit opposé mathématique, c'est parce que le BE qu'on calcule, ça sera un EBE négatif. Donc son opposé mathématique, c'est un EBE positif. Et on va calculer cet EBE sur la période concernée, avec un plafond de 10 millions d'euros sur le montant des aides, et une aide minorée des aides coût fixe qui ont déjà pu être perçues sur cette même période. Il faudra une attestation de l'expert comptable sur l'excédent brut d'exploitation calculé. Et donc cette aide, elle était disponible là, entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022, avec une vente par voie dématérialisée et un système coup de fil qui était de 30 000 euros, qui avait été rehaussé
très récemment à 50 000 € par le ministre de l'économie. Thomas, Oui. je coupe 2 petites secondes. On a perdu la partie PowerPoint on a perdu la présentation. Ah, ok. Oui. Voilà. Donc, je remets en fait la Oui, présentation. vous pouvez repartager. Ouais, super. Ok. Désolé pour ça, mais Non, mais j'ai pas de souci, pas de souci. cliqué sur arrêter la Ça arrive. présentation, donc ça arrive. Merci. L'aide suivante que je voulais aborder, c'est donc l'aide loyer. Donc, que vous voyez à l'écran. Donc, cette aide, elle est d'abord, un premier point, elle n'est pas cumulable avec l'aide coût fixe rebond qu'on vient de voir. Elle n'a pas de conditions de taille. Et donc, on a ici les entreprises éligibles, donc, dont l'activité est mentionnée à l'annexe 1 du décret et qui ont été interdits d'accueil du public sur la période concernée, créées avant le 31 janvier 2021, ne sont pas en liquidation judiciaire au premier jour du mois considéré. Et voilà, avec des modalités de calcul de l'aide que vous voyez ici. Hein. Donc l'aide, c'est les loyers ou redevances plus charges, moins les aides dont on a déjà pu bénéficier, ou une indemnisation garantie par une assurance, avec un calcul de l'éligibilité mois par mois. Donc on peut être éligible sur un mois donné et ne pas l'être sur un autre mois. Mais on va faire néanmoins une demande unique pour l'ensemble de la période éligible de février à mai 2021. Donc on va faire une seule demande avec sur cette période des mois sur lesquels on peut être éligible, d'autres mois sur lesquels on peut ne pas l'être, et avec une seule demande à faire entre le 29 novembre 2021 et le 28 février 2022. Une aide complémentaire, c'est l'aide de fermeture. Donc cette aide, elle est essentiellement pour les secteurs S1 et S1 bis, dont une partie de leur activité a fait l'objet de mesures administratives ou une partie de leur activité réalise plus de 80% de chiffre d'affaires dans une activité ayant fait l'objet de mesures administratives. Entreprises créées avant le 1er janvier 2019. Et on le voit là, ayant saturé le plafond des 10 millions d'euros de l'aide coût fixe. Donc c'est vraiment pour des entreprises d'une taille assez importante et qui ont déjà en fait bénéficié de l'aide coût fixe et qui ont été jusqu'au plafond de cette aide et qui ont besoin néanmoins d'aide complémentaire pour passer cette période. Donc on retrouve là le mode de calcul sur la base d'un excédent brut d'exploitation, comme on l'avait vu tout à l'heure dans l'aide coût fixe rebond. Et donc on va avoir là aussi du coup une attestation de l'expert comptable. Et cette aide sera à réaliser, ou la demande d'aide sera à réaliser entre le 22 décembre 2021 et le 28 février 2022. Il y a donc une dernière en fait, mesure qui est sortie là courant janvier, donc le 4 janvier 2022. Donc c'est une aide qui est vraiment ciblée sur le secteur un secteur bien spécifique, hein, le secteur des salles de danse et des restaurants et des débits de boissons accueillant des activités de danse. Donc c'est vraiment très, très limitatif. Donc on va pas passer trop de temps dessus parce que c'est vraiment sur un secteur bien spécifique. En synthèse, donc les aides à l'heure actuelle qui sont en vigueur, donc on a vu donc les fonds de solidarité et aide coût fixe, donc celles-là sont terminées là depuis l'automne 2021. L'aide coût fixe rebond, elle était, on pouvait la demander jusqu'au 31 janvier 2022. Donc pour l'instant, cette aide-là aussi, on est arrivé au terme du coup du bénéfice de cette aide. Donc il reste aujourd'hui en mesure possible l'aide loyer et l'aide fermeture et l'aide renfort pour le secteur des activités de danse. Un point important et qui nous est remonté notamment dans nos relations avec les impôts, à noter que vous vous souvenez, le fonds de solidarité, c'était une aide qui était exonérée d'impôt société. Toutes les aides qui sont aujourd'hui en vigueur sont des aides imposables à l'impôt société. Et la DGFiP nous remonte aussi un point ou des recommandations, en tout cas à vous communiquer, à communiquer aux entreprises sur le fait de bien faire attention au formalisme
des aides et à la cohérence des documents entre les différentes demandes d'aide. Il peut y avoir des fois des chiffrages ou des explications qui sont un peu incohérents entre les documents. Donc bien vérifier dans la qualité des dossiers qui sont transmis à ces choses-là. Ça permet, d'accélérer le traitement des demandes et d'éviter les questions que peut vous poser la DGFiP. Et donc, quand on est sur des demandes d'aide, en général, c'est pour les encaisser assez rapidement pour pouvoir passer une période difficile. Donc, il vaut mieux que le dossier soit bien réalisé dès le départ, ça fait gagner du temps. Donc voilà pour ce focus sur les aides Covid-19 et sur lequel il y aura, j'imagine, encore des évolutions dans les jours qui viennent. Il y a déjà des choses qui sont sorties en termes d'annonces par le biais du Premier ministre sur le secteur de la restauration notamment. Donc suivez bien l'évolution et j'imagine que la Chambre de commerce vous tient aussi au courant de ce type de choses. Donc on va maintenant revenir sur deux sujets. Le premier, la facturation électronique, qui n'est pas dans le cadre de la loi de finances, mais qui est un sujet, on va dire, d'actualité et qui va devenir de plus en plus d'actualité d'ici 2025. Et donc, il nous paraissait important de refaire un focus sur ce sujet. Et après la facturation électronique, nous évoquerons la piste d'audit fiable. Donc, Stanislas, je te laisse la main sur la facturation électronique. Merci Thomas. Donc oui, on a voulu effectivement faire un petit focus sur la facturation électronique puisque c'est un sujet qui est vraiment d'actualité et qui est maintenant donc inscrit dans les textes avec un calendrier qui a été légèrement modifié puisque crise sanitaire oblige. Voilà, il y a les groupes de travail qui sont chargés un petit peu de mettre en place tout ça, n'ont pas pu se réunir dans de bonnes conditions. Donc le calendrier, on va le voir, a été légèrement décalé. Mais néanmoins, la facturation électronique va devenir une obligation, une réalité pour l'ensemble des entreprises dans un avenir assez proche. Juste en préambule, pourquoi parler de la facturation électronique, pourquoi en faire une obligation pour les entreprises? Alors, il y a plusieurs raisons qui militent à ça, hein, en tout cas plusieurs raisons qui ont été invoquées par l'administration fiscale notamment. Bon, la première raison, l'administration invoque des gains de productivité et de rapidité au niveau des entreprises. Bon, ça, après, je laisse chacun en juger. La raison quand même principale, outre le fait que ce soit déjà en place dans un certain nombre de pays européens, une des raisons principales, c'est quand même la lutte contre la fraude à la TVA, qui est aujourd'hui un sujet quand même majeur au niveau de l'Union européenne. La fraude à la TVA, c'est on va dire le principal objectif de l'Union européenne en matière fiscale, parce que c'est quand même des masses importantes. Donc, c'est un moyen de lutter contre ça. Par rapport à ça. Et puis, également, en matière de facturation électronique, c'est aussi un moyen pour le gouvernement d'avoir une vision économique on va dire, quasi en temps réel de l'activité économique, voire secteur par secteur économique ou industriel. Donc, ce qui permet aussi de pouvoir, cas échéant, aider voilà, tel ou tel secteur qui connaîtrait des difficultés plus ponctuelles voilà, à un certain moment. Donc, la facturation électronique, en fait, elle repose sur deux obligations distinctes. La première obligation, c'est ce qu'on appelle le e-invoicing, donc l'obligation de transmettre les factures entre le fournisseur et son client de façon électronique. Donc, cette obligation de transmission électronique des factures concerne toutes
les transactions qui sont réalisées entre assujettis à la TVA. À partir du moment où on a un client qui n'est pas un assujetti à la TVA, alors, hors administration publique, hein, qui est un cas un peu particulier, mais à partir du moment où on fait une transaction avec un particulier, on n'a pas d'obligation, l'entreprise n'aura pas l'obligation de recourir à la facturation électronique. De même que les opérateurs étrangers qui ne sont pas établis en France ne sont pas concernés par l'obligation. Donc l'obligation de transmission des factures de façon électronique concernera uniquement les opérations faites entre assujettis à la TVA pour les transactions domestiques, donc en France. Ça, c'est la première obligation. La deuxième obligation, c'est ce qu'on appelle le e-reporting, qui est là une obligation complémentaire de transmission de certaines données de la facture. Et cette obligation de reporting va concerner les flux avec des personnes non assujetties. Donc notamment voilà, les particuliers. Donc là, l'obligation qui va s'imposer à l'entreprise française assujettie à la TVA qui va réaliser des opérations avec des non-assujettis, cette obligation va consister à transmettre à l'administration un certain nombre de données liées à la transaction, notamment voilà, les montants, le montant de la facture, le montant de la TVA, la date de paiement de la facture. Je ne l'ai pas dit en préambule, mais aussi l'obligation cette obligation de facturation électronique, à terme, entre le e-invoicing et le e-reporting, ces deux obligations, à terme, devraient permettre à l'administration aussi de pouvoir pré-remplir les déclarations de TVA. C'est en tout cas l'objectif qui a été annoncé. Voilà, dans un délai qui sera plus ou moins proche. Donc, ces deux obligations distinctes, et le calendrier donc, a été légèrement modifié, comme je le disais tout à l'heure, puisqu'il y a des groupes de travail qui se réunissent entre l'administration fiscale et puis les organisations syndicales ou patronales et puis certaines professions, donc qui n'ont pas pu se réunir. Donc, le calendrier a été légèrement décalé. Tout d'abord, l'obligation d'émission des factures sous format électronique va s'appliquer au 1er juillet 2024 pour les très grandes entreprises, au 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire et au 1er janvier 2026 pour les PME et TPE. Donc, on va dire pour la plupart des entreprises que l'on connaît, l'obligation sera donc au 1er janvier 2026. PME, je rappelle, PME, c'est moins de 250 salariés et moins de 50 millions de chiffre d'affaires ou un total bilan inférieur à 43 millions d'euros. L'obligation de transmission de certaines données, donc le e-reporting, là aussi, le calendrier a été décalé et il est donc le même finalement. Donc, ce sera au 1er janvier 2026 pour les PME et TPE. Voilà. Par contre, effectivement, je pense qu'on a passé un peu vite. Thomas, peut-être que tu peux revenir juste 2 slides en avant. Celui d'après, peut-être. Voilà, donc il manque un slide. Parce que c'est l'émission. Oui, il manque un slide, je pense. Sur la réception des factures. Pour la réception, voilà. Il y a effectivement le calendrier pour l'obligation pour toutes les entreprises assujetties à TVA de recevoir des factures sous format électronique, est fixé au 1er juillet 2024. Ça a été décalé, c'est au 1er juillet 2024. Et donc là, il n'y a pas de seuil. C'est-à-dire que toutes les entreprises, quelle que soit la taille de l'entreprise, doit être en mesure de recevoir des factures sous format électronique.
ne peut pas refuser de recevoir une facture électronique. Oui, ce qui est logique, parce qu'à partir du moment où les grandes entreprises ont l'obligation d'émettre et qu'elles peuvent travailler avec quelle que soit la taille d'entreprise, finalement, il faut que finalement, leurs clients soient aussi en mesure de le recevoir. Après, l'obligation d'émettre les factures de façon électronique et l'obligation de transmettre certaines données à l'administration, voilà, et dépendent de la taille de l'entreprise. Alors, voilà, un petit schéma. Un petit schéma qui peut paraître un peu compliqué, mais c'est en fait le schéma type fait de la transmission en fait de ces factures de façon électronique. L'idée en fait, c'est d'avoir un schéma un peu en Y, c'est-à-dire que le fournisseur qui va émettre ces factures de façon électronique, il va pouvoir passer par une plateforme privée. Il peut passer par une plateforme privée qui va se charger de dématérialiser la facture, qui se chargera aussi, enfin, en tout cas, qui pourra proposer d'autres services comme l'archivage des factures, le cas échéant. Cette plateforme privée va pouvoir communiquer avec la plateforme privée de l'acheteur, si l'acheteur a aussi une plateforme privée. Mais dans tous les cas, cette plateforme privée devra également transmettre à une plateforme publique, a priori ce sera Chorus Pro, les données de facturation, la facturation électronique, de manière à ce que l'administration fiscale puisse avoir connaissance des informations. Le fournisseur peut aussi directement passer par la plateforme publique. Il n'est pas obligé d'avoir une plateforme privée, il peut passer directement par la plateforme publique. Ça va être notamment le cas, par exemple, pour les petites entreprises qui pourront, a priori, saisir leurs factures directement via la plateforme publique, qui se chargera ensuite de transmettre cette facture à l'acheteur. Voilà. Il y aura sur la plateforme publique, donc Chorus Pro, va mettre en place, il y aura un annuaire centralisé qui va recenser l'ensemble des entreprises assujetties à la TVA, soumis à cette obligation de facturation électronique. Voilà. Oui, après, voilà, donc c'est ce que j'ai un peu expliqué là, effectivement, sur les l'émission des factures, suivant qu'on passe par une plateforme de l'émetteur ou directement par la plateforme publique. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de format type pour la facturation électronique. Les entreprises aujourd'hui seront libres pour l'instant d'émettre la facture selon plusieurs formats. À terme, il est normalement prévu d'avoir un format unique de facturation électronique, mais ça, ce format unique fait aujourd'hui encore l'objet de discussions. Ça fait partie notamment des groupes de travail qui sont en discussion là encore et qui vont se réunir sur 2022 pour définir quel serait le format unique à mettre en place. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a un socle minimum en fait de données et d'informations à émettre. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Et ensuite, effectivement, ce qui est prévu, lorsque la plateforme publique ou la plateforme du fournisseur va transmettre la facture à l'acheteur ou à la plateforme de l'acheteur, l'acheteur devra effectivement envoyer les informations de traitement de la facture, c'est-à-dire en fait indiquer si cette facture est conforme, si elle a été acceptée, si elle a été refusée en totalité ou en partie.
Il y aura en fait un échange d'informations entre à la fois l'acheteur, le fournisseur et l'acheteur via leur plateforme privée ou via la plateforme publique pour ensuite une transmission de toutes ces informations à l'administration fiscale. Ensuite, donc ça, voilà, c'est ce que je viens de dire. Qu'est-ce que tu viens de faire? Ouais, c'est ce que je viens de dire. Voilà. Ensuite, sur le e-reporting, ça va être le slide d'après, je pense, Thomas. Il n'y a pas de slide sur le e-reporting sur ce détail-là. Pardon. Donc, juste pour vous dire que sur le e-reporting, donc ça, c'est les opérations avec des non assujettis, avec des particuliers. Effectivement, là, c'est l'entreprise qui devra effectivement indiquer un certain nombre d'informations sur la facturation, donc notamment les données de facturation, le statut de paiement de la facture ou de non-paiement de la facture. Donc, il y a une fréquence de transmission des données qui a été fixée, qui a un reporting qui doit se faire dans les 4 jours suivant la fin de la semaine pour les entreprises qui sont imposées selon un régime réel normal d'imposition. Et pour les autres entreprises, les plus petites, ceux qui sont les micro-entrepreneurs ou ceux qui sont au régime simplifié, c'est un reporting mensuel dans les 7 jours suivant le dernier jour du mois, précisément. Voilà. Donc, c'est 2 obligations distinctes qui vont s'appliquer, donc selon le calendrier qu'on a vu, donc on va dire au plus tard en 2026. C'est relativement proche, donc il faut pouvoir quand même s'y préparer à ces nouvelles obligations, se mettre, que les systèmes d'information soient mis en adéquation avec ces nouvelles obligations. Le cas échéant, donc, en passant par des plateformes privées, alors effectivement, qui auront un coût inévitablement, mais qui pourront aussi proposer d'autres services, comme notamment l'archivage de ces factures électroniques, ce qui permettra aussi de pouvoir respecter les obligations que connaissent les entreprises en matière de documentation piste d'audit fiable, puisque, on va le voir maintenant, la facturation électronique ne dispense pas de cette documentation de piste d'audit fiable. Et là, je laisse la main à Thomas pour et puis c'est parler. vrai que tu parlais de sauvegarde, effectivement, et on peut imaginer que dans les services qui seront proposés, il y aura effectivement un coffre-fort électronique qui sera certifié pour l'administration fiscale et qu'en cas de contrôle fiscal, en plus de donner un fichier des écritures comptables, vous pourrez donner accès à ce coffre-fort électronique et qui servira finalement comme étant la base du coût de la comptabilité pour le contrôleur. Okay. Et je crois qu'il était important aussi d'aborder un peu en amont effectivement des échanges que tu as évoqués, Stanislas, ce sujet de la facturation électronique, parce que tu en as parlé, il y a un sujet effectivement informatique. Il y a un sujet évidemment fiscal, mais il y a aussi et surtout peut-être un sujet organisationnel, parce qu'il faut que l'organisation de l'entreprise soit aussi adaptée, et ce n'est pas simplement les services comptables qui vont être impactés par cette facturation électronique, mais l'ensemble des services, l'administration des ventes, les achats, ainsi de suite, ou la logistique aussi, pourront être du coup impactés par cette facturation électronique. Et il est aussi important de pouvoir, en amont, qualifier et quelque part faire un nettoyage de base, en nettoyant tous les tiers, fournisseurs, clients et ainsi de suite, qui existent depuis toujours peut-être dans les bases de données, qui ne sont plus utilisées. Et il faudra que vraiment les bases soient propres pour pouvoir transmettre des informations qui soient qualitatives. Voilà, il y a un travail d'adaptation en fait qui peut être quand même assez important à faire. Et voilà, on voit que même si le calendrier a été légèrement décalé, 2026, c'est pas si loin que ça. Donc voilà, il faut s'y préparer d'ores et déjà. Ouais, tout à fait.
Ok, et donc on voulait aussi aborder avec vous le sujet de la piste d'audit fiable. Tu en as parlé du coup, notamment dans le cadre de cette facturation électronique Stanislas. Donc la piste d'audit fiable, c'est une notion qui est apparue en 2013 et qui avait pour objectif d'aborder le sujet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'obligation d'émission de factures électroniques. Mais on l'a vu, la facturation électronique n'empêchera pas l'obligation d'avoir une piste d'audit fiable. Donc le sujet aujourd'hui, c'est que l'entreprise a le choix dans le mode de transmission de ses factures, avec soit des factures papier, soit des factures électroniques, et avec quelque part une seule obligation, c'est de pouvoir certifier, quel que soit le format, de pouvoir certifier l'authenticité de l'origine de la facture, l'intégrité de son contenu et la lisibilité de la facture. Donc sur ces 3 critères, l'administration, elle laisse le choix avec 3 possibilités et 3 procédés admis qui permettent de valider, de confirmer ces garanties d'authenticité, d'intégrité et de lisibilité. Le premier choix aujourd'hui qui existe, c'est l'EDI fiscal. Donc, l'EDI fiscal, c'est la transmission d'une facture sous format EDI et qui permet en fait de certifier l'authenticité, l'intégrité et la lisibilité. Aujourd'hui, cette EDI fiscal, on le voit très rarement entre les chefs d'entreprise et ça couvre rarement en fait les flux d'une entreprise. Ou l'intégralité des flux, ça couvre rarement l'intégralité. Ouais, ça couvre rarement l'intégralité des flux. Voilà. Ouais. Et le deuxième moyen, c'est la signature électronique qualifiée, qu'on voit aujourd'hui apparaître, mais qui reste quand même assez rare dans les flux entre les entreprises. Et le troisième sujet, donc, qui permet de valider toujours cette authenticité, l'intégrité et la lisibilité, c'est la mise en place dans les entreprises de procédures de contrôle interne et qui permettent d'établir une piste d'audit fiable entre une commande et la comptabilisation d'une facture en comptabilité et la déduction de la TVA liée à cette facture. Donc, on a une obligation du coup de réaliser une piste d'audit fiable pour des factures papier, pour des factures transmises sous format électronique, format PDF, Word, Excel, ou facturation électronique avec une signature électronique non qualifiée. Et en gros, aujourd'hui, avant la mise en place de la facturation électronique dont a parlé Stanislas précédemment, la quasi-intégralité des entreprises sont sur ces formats-là de facture papier ou facture transmise sous format électronique, et donc ont l'obligation de réaliser une PAF et de documenter une piste d'audit fiable. Donc aujourd'hui, on le voit pas encore de façon... on ne voit pas trop ces pistes d'audit fiable en place dans les entreprises lorsqu'on intervient en tant qu'expert comptable ou avocat fiscaliste, mais c'est une obligation qui existe et qui pourrait être demandée par les contrôleurs fiscaux lors d'un contrôle. Donc les objectifs de cette piste d'audit fiable, c'est donc, on l'a vu, garantir que la facture émise ou reçue reflète l'opération qui a eu lieu, en permettant d'établir un lien entre la facture et la livraison de services qui la fonde, de justifier toute opération par une pièce d'origine à partir de laquelle il doit être possible de remonter par un cheminement ininterrompu à la facture et réciproquement, et de reconstituer dans un ordre chronologique la totalité du processus de facturation depuis son origine jusqu'au document facturé. Et ce processus est documenté d'une opération et en lien avec les différents documents de ce processus. Donc on voit ici par exemple un exemple de documentation où on voit les étapes qui mènent finalement à la déclaration CA3 de TVA et donc à la déduction de la TVA sur un achat. Au départ, on a donc un contrat, une commande, une facture qui est validée, comptabilisée, payée, un mouvement de stock et on a une déclaration de TVA et une déduction de TVA. Donc l'objectif de la piste d'audit fiable, c'est de s'assurer que la TVA qui est déclarée à la fin dans la déclaration, elle est bien liée en fait
a un contrat et une commande au départ, et qu'il y a un process entre les deux qui permet de s'assurer qu'il n'y a pas de trou dans la raquette ou de risque d'erreur sur la TVA qui sera déclarée à la fin. Et donc l'objectif, pour un contrôleur fiscal, c'est d'avoir une documentation qui permet de s'assurer qu'il y a bien effectivement ce process en interne. On sait aujourd'hui qu'il y a des procédures en interne dans les entreprises. Quand on demande les descriptions des procédures, il y en a en général en place. Ce que demande le CGI, c'est que cette procédure elle soit documentée et rédigée sous format documenté et écrite. Donc c'est simplement en fait une demande de documentation que demande l'administration fiscale. Donc l'objectif de cette documentation, c'est de montrer que les contrôles mis en place par l'entreprise sont effectifs et réels. Donc sans documentation, il est compliqué de montrer que les contrôles sont effectifs et réels. Que, en principe, ces contrôles doivent exister au moins depuis le 1er janvier 2014 de manière pertinente et efficace. Après, l'ampleur de la documentation, on n'aura pas besoin d'une documentation identique selon qu'on soit une entreprise à plus de 250 salariés ou une entreprise à une dizaine de salariés. Donc évidemment, l'ampleur de la documentation s'adapte à la complexité de l'activité et à la taille de l'entreprise. Mais l'objectif, c'est qu'il y ait vraiment au minimum une documentation au moins du process qui encadre la gestion des achats et un process qui encadre la gestion des factures de vente. Et effectivement, donc pour rebondir par rapport à ce que tu disais, Thomas, l'idée étant, notamment si on parle des flux d'achat, de pouvoir justifie que la facture d'achat correspond bien à un vrai besoin, à une vraie demande, et que le montant de la facture et donc de la TVA afférente que l'on a déduite est réel. À défaut, l'administration pourrait remettre en cause le montant de la TVA déductible. Alors, en pratique, il était quand même assez rare, enfin on l'a pas pratiqué, enfin en tout cas moi je ne l'ai pas pratiqué, que l'inspecteur vienne nous remettre en cause l'intégralité de la TVA parce qu'on n'avait pas de documentation piste d'audit fiable. C'était assez compliqué pour lui. En revanche, comme on l'a vu tout à l'heure par rapport aux sanctions en matière de défaut de facturation. Le risque aujourd'hui que l'on a, c'est que demain, l'administration vient de nous dire « vous n'avez pas de piste d'audit fiable, donc je considère que les factures, alors pas forcément toutes les factures, mais sur un certain type de flux d'achat, ces factures-là, vous ne garantissez pas l'intégrité, l'authenticité de la facture, et à ce moment-là, l'opération a été comptabilisée régulièrement, mais j'applique l'amende qu'on a vue tout à l'heure de 5% voilà, pour défaut de facturation, avec un plafond à 37 500 € par exercice. Et là, la sanction devient peut-être plus facile à mettre en œuvre par l'administration fiscale qu'un rejet total de la TVA. Donc il y a aujourd'hui un sujet quand même important, une prise de conscience à avoir sur la piste d'audit fiable, qui est une obligation quand même ancienne, puisque 2013, hein, mais qui, je pense, devient de plus en plus pressante aujourd'hui. Et encore une fois, cette documentation, il n'y a pas de documentation type, hein, elle dépend vraiment de la taille de l'entreprise et de la façon dont est organisée l'entreprise. Donc, une documentation, ça peut tenir sur quelques pages ou ça peut être sur beaucoup plus, suivant le niveau de flux et le niveau d'organisation et de complexité de l'entreprise. Et notamment s'il y a de la TVA intracommunautaire, TVA à l'export, différents flux. TVA Voilà. aussi. Des flux. La PAF doit détailler tous les flux de vente, tous les flux d'achat, avec toutes les particularités qu'on peut avoir en fonction des flux. Donc effectivement, par exemple, on a aussi sur la PAF, on a par exemple les frais, les notes de frais, les frais de déplacement des salariés, les remboursements des frais. Ça, c'est un flux aussi. Donc il faut aussi le mettre en place, le documenter. Et après, la PAF, c'est aussi l'occasion de décrire effectivement les process et puis de voir un petit peu les points d'attention, c'est-à-dire de mettre en exergue en fait les contrôles que l'on fait sur ces différents flux. Voilà, pour pouvoir démontrer qu'à un moment de la chaîne,
voilà, il y a la possibilité de s'apercevoir, de contrôler que le flux, en fait, ou que la facture, la commande, en fait, ne correspond pas. Voilà. OK. Nous sommes arrivés au terme de cette présentation. Merci à vous. Alors, j'ai vu qu'il y avait eu des questions dans le chat là, durant voilà, il peut peut-être y avoir des questions. Et on a essayé de répondre du coup en direct, mais s'il y a d'autres questions, nous sommes à votre n'hésitez pas à vous écoute, manifester avec en levant la main. Il y a la petite main numérique. Ou tu peux laisser peut-être Samuel éventuellement les micros ouverts si jamais. Allez, je peux peut-être autoriser les micros à certains, oui. Ah, certains, tu les choisis. Oh, je vais les faire manuellement là. Et aussi, un point toujours sur la piste d'audit fiable, cette documentation, elle est censée être vivante, c'est-à-dire qu'elle doit être mise à jour régulièrement en fonction de l'évolution de l'activité de l'entreprise et puis des process. Je vois qu'on a quelques élus de la CCI qui sont présents à la réunion. Alors, n'hésitez pas, hein, profitez-en, posez vos questions. J'ai autorisé le micro, hein, donc. OK. En tout cas, c'était très intéressant et très dense, en tout cas. Hein. Oui, on a débordé légèrement sur l'horaire, je pense. Débordé légèrement. Ouais. C'est pas grave. C'était sûrement, il y avait beaucoup de choses à faire passer comme information. Je sais pas, je laisse peut-être la parole à Laurent, si Peut-être, Laurent j'évoquais tout à l'heure, Laurent et Samuel, la possibilité peut-être un peu plus tard dans l'année de refaire un point spécifique sur le plan indépendant et les mesures et les évolutions qui seront, une fois qu'on aura un peu plus d'éléments, de commentaires et de certitudes. La loi doit être votée au Sénat et elle doit passer devant l'Assemblée nationale là, en début d'année. Donc, Eh ben, écoutez, c'est noté. On essaiera de prendre date pour diffuser l'information, soit sous forme de webinaire à nouveau, ça peut être intéressant, avec sans doute d'autres mesures aussi concernant le plan de relance qui pourront être présentées à cette occasion-là, puisque voilà, nous on suit au niveau de la Chambre de commerce tous les plans de relance qui se présentent à destination des entreprises. Donc on peut voilà. On peut dire à l'ensemble des participants qu'on prend date et puis on proposera un webinaire supplémentaire voilà, pour aborder ces différents points. Alors, si on peut et que la situation sanitaire nous le permet, de préférence, si on peut faire quelque chose en présentiel, ce sera quand même plus. Ça peut être pas mal. Pour ceux qui sont loin, on pourra faire un mix présentiel. Ah oui, faire un mix, ouais, effectivement. Ouais. On en profite peut-être un peu pour ceux qui étaient présents. On a un baromètre économique le 18 février qui est en présentiel et qui est à 8h30 à la CCI. Vous avez sûrement déjà dû recevoir quelques invitations pour certains d'entre vous. Voilà, pour venir un peu découvrir tout ce qui se passe en termes d'économie, de chiffres sur le département. Voilà, c'est la petite publicité qui est. Je me suis inscrit. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Voilà, présentation avec la Banque de France, des indicateurs économiques de la Banque de France et du baromètre de l'enquête qui est réalisée une fois par semestre. Oui, c'est pour ça que je me suis avancée, moi. C'est pas un sapac. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. On va mettre ça à disposition, comme je mettais dans le chat, là, on va le mettre ça sur notre chaîne YouTube, pour ceux qui n'auront pas eu la possibilité de le suivre en direct. Merci encore de votre belle intervention. Merci à vous. De votre présence, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée à tous. Merci.